Donc, dans cette capsule, on va voir certaines propriétés que vous avez certainement déjà vues pour des fonctions continues. On va les énoncer ici et puis on va essayer d'en démontrer quelques-unes en utilisant le résultat qu'on a vu à la capsule précédente qui a fait un lien entre continuité d'une fonction et convergence de suite d'éléments dans le domaine de la fonction. Alors, comme je disais en introduction, ces résultats ici que je vais vous montrer, vous les avez certainement vus au moins en calcul différentiel en première année. Il y a des bonnes chances que vous n'avez pas vu les démonstrations, mais vous avez quand même utilisé ces propriétés ici à maintes fois. Donc, on va premièrement traiter on va traiter de fonctions qui sont tels que leur domaine est dans les réels, de telle sorte que ça a un sens de faire leur somme, leur différence, leur produit, leur quotient et multiplier par un scalaire. Donc, le théorème nous dit ici, j'ai deux fonctions f et g qui ont un domaine commun. Donc, ici, ça pourrait être un domaine dans les réels ou dans n'importe quel espace métrique. L'important, c'est que l'image soit dans les réels. Si ces fonctions-là sont continues au point A, alors la fonction f plus g et la fonction f moins g est continue au point A. Si je prends la fonction f puis je la multiplie par une constante, cette nouvelle fonction aussi est continue au point A. La fonction produit est continue au point A. Et si g ne s'annule pas sur son domaine et puis que g de a en particulier n'est pas égal à 0, f sur g est continu au point A. Je vais démontrer la première propriété, puis les autres, je vous les laisserai en exercice. Mais essentiellement, on va utiliser deux ingrédients ici. On va utiliser le théorème 4.17 qu'on a vu à la capsule précédente, alors qu'il faisait un lien entre continuité d'une fonction et puis le fait que la fonction préserve la convergence de suites convergentes dans le domaine. Et le théorème 3.10 qui est un théorème qui donnait des propriétés pour les limites. Limite d'une somme, c'est une somme d'une limite pour des suites. Donc ici, je vais prendre pour la première, je vais prendre une suite xn d'éléments de D qui convergent vers A. Parce que f et g sont continus au point A, le théorème 4.17 nous dit que la suite f de xn converge vers f de A et la suite g de xn converge vers g de A. OK, donc, théorème 4.17 avait montré l'équivalence entre trois énoncés. Alors, quand je prends la suite f de xn plus ou moins g de xn. Alors, je construis une nouvelle suite à partir des éléments de cette suite ici et de cette suite ici. Et parce que celle-là converge puis celle-là converge, maintenant, on va utiliser le théorème 3.10 pour nous dire que celle-là converge puis elle converge vers la somme ou la différence des limites. Donc, converge vers f de A plus ou moins g de A. Ça, c'est le théorème 3.10, partie numéro 1. Donc, encore une fois, en invoquant le théorème 4.17, une deuxième fois, je peux en conclure que j'ai commencé avec une suite xn d'éléments de D qui convergent vers A, et puis j'ai montré que la suite f de xn plus gxn, ou f de xn moins g de xn, converge vers f de A plus ou moins g de A. Donc, f plus g ou f moins g est continu.
au point A. Donc, les trois autres, là, se font exactement comme ça. Faites un raisonnement à partir de suites convergentes. Utilisez le théorème 4.17 et le théorème 3.10. Et puis, ce sont les ingrédients que vous avez besoin. OK, alors, un autre exercice sur la continuité ici, peut-être pas nécessairement lié à ce que je viens de faire, mais je dis, étant donné l'inégalité suivante, que la valeur absolue de sinus de t est toujours plus petit ou égal à la valeur absolue de t. Alors, je vais vous donner un petit raisonnement graphique pourquoi ceci c'est vrai. On pourrait le démontrer ceci, mais ça prendrait beaucoup de temps. Donc, on va l'accepter basé sur au moins un raisonnement graphique. Montrer que la fonction f qui va de R vers R, définie par f de x égale sinus de x, est continue. Okay, donc, on va montrer que la fonction sinus est continue, basée sur cette inégalité ici, et puis sur quelques propriétés que je vais dire dans quelques instants, que je vais vous rappeler à propos de la fonction sinus. Donc, raisonnement graphique. Ici, en mauve, j'ai le graphe de la fonction sinus, et en rouge, j'ai le graphe de la fonction y égale à t. Et puis, ici, vous voyez comment est-ce que je l'ai tracé tangent ici? C'est parce que le sinus, sa dérivée à l'origine est égale à 1. Donc, sa pente tangente, la pente de sa tangente, c'est 1. Et puis, par la concavité du sinus, le graphe ici reste toujours en dessous du graphe de la droite. Donc, au moins pour les t positifs, sinus de t est plus petit que t. Et puis, pour les t négatifs, c'est l'inverse. Hein? Donc, sinus de t est plus grand que t. Mais quand on prend la valeur absolue, qu'est-ce qu'on fait? On fait une réflexion de cette partie ici à travers l'axe horizontal. Donc, pour prendre la valeur absolue de t, on a que son graphe ressemble à ceci. J'ai pris ceci et je l'ai réfléchi. Et puis, même chose pour sinus. Je fais une réflexion de l'autre bord. OK, donc j'ai une réflexion ici, et puis je garde juste la partie positive. Donc, le sinus est encore une fois en dessous de ce segment de droite ici parce que c'est une réflexion à travers la droite y égale à x à cause de la symétrie ici. OK? Donc, voilà pourquoi le graphe ici en mauve, qui est le graphe de valeur absolue de sinus de t. Hop, ici j'ai fait une erreur. La valeur absolue ici va aussi être positive. Donc, dans ce cas-là, le graphe de sinus de t est toujours en dessous du graphe de valeur absolue de t. Donc, ça veut dire cette inégalité ici. Donc, voilà une justification graphique. Ce n'est pas une preuve rigoureuse, mais on va accepter ce résultat ici. Maintenant, à partir de ça, on veut montrer que la fonction sinus est continue. Donc, on va prendre un point donné, x0, puis on aimerait pouvoir voir si x est proche de x0, comment est-ce qu'on peut contrôler cette quantité ici. Donc, je vous fais un petit rappel de propriétés dont possède la fonction sinus. Premièrement, elle est impaire. Hein, sinus de moins a égale moins sinus de a. Et vous avez une loi ici d'addition et de soustraction. Sinus de a plus ou moins b, c'est sin a cos b plus ou moins cos a sin b, selon le plus ou le moins ici. OK? Alors, ce que je vais faire ici, avec cette quantité-là, je suis en train de faire un brouillon parce que je veux utiliser l'argument epsilon delta, et puis je veux voir, bon ben, si epsilon est donné, qu'est-ce que je peux choisir pour delta? Donc, je vais essayer de voir comment est-ce que je peux contrôler cette quantité ici. Alors, première chose que je vais faire, je vais prendre dans ce sinus de x ici, je vais prendre x, puis je vais l'écrire de la manière suivante. Donc, vous voyez ici, vous avez x moins x0 sur 2 plus x0 sur 2. Le moins x0 sur 2 et le plus x0 sur 2 se cancellent. Et le x sur 2 plus x sur 2, ça donne x. Je fais la même chose de l'autre côté, mais avec x0. Et puis là, j'utilise cette propriété ici pour écrire ça comme sin cos plus cos sin. Même chose ici, sin cos plus cos sin, avec le moins qui est en avant ici, c'est fait moins, moins. Et puis, je vais prendre
ici, le sinus le moins signe de x0 moins x, et utiliser cette propriété ici pour dire que c'est plus signe de x moins x0. Alors, si vous regardez les termes qui sont ici, le deuxième terme ici et le quatrième terme sont semblables. Et puis, j'ai un signe de plus ici et un signe de moins. Alors, il y a une cancellation qui se fait, une annulation. Et en prenant ce moins ici et en changeant en plus, en faisant l'inversion ici, j'obtiens que ce terme ici et ce terme ici sont le même. Donc, j'ai valeur absolue de 2 fois ceci. Donc là, je continue mon brouillon. Ça, par les propriétés de valeur absolue, c'est 2 sin de x moins x0 sur 2 en valeur absolue de cos x0 plus x sur 2. Je vais utiliser le fait que le cosinus de n'importe lequel angle est toujours plus petit, est toujours entre moins 1 et 1. Donc, cette quantité ici est plus petite ou égale à 1 en valeur absolue. Donc, je vais majorer ça par ce terme ici. OK? Parce que ce terme cosinus ici, en valeur absolue, est plus petit ou égal à 1. Et là, rendu ici, c'est là que je vais aller utiliser la propriété que je vous ai dit qu'on pouvait prendre pour acquise basée sur le raisonnement graphique qu'on a ici. Donc, je vais prendre ceci, puis je vais l'appliquer à ce contexte ici pour dire que ça, c'est plus petit ou égal à 2 fois x moins x0 sur 2. Alors, je remplace le t qui est ici par x moins x0 sur 2. Qui est donc égal à x moins x0. Alors ça termine mon brouillon. Pourquoi que ça termine mon brouillon? Parce que moi, je vais vouloir que ça soit plus petit que epsilon, si j'ai bien choisi delta, mais ça sera plus petit que delta. Quand j'aurai choisi mon delta, là, je vais avoir des x qui vont satisfaire à ceci. Donc, on voit ici que si je prends delta égale à epsilon, j'aurai fini. J'aurai fait ce que je voulais faire. Donc, alors, pour tout epsilon plus grand que 0 quelconque, on choisit delta égale à epsilon. Donc, quand j'ai la distance entre x moins x0 est plus petit que delta, il en suit que valeur absolue, donc f de x moins f de x0, hein? Donc ça c'est f de x, ça c'est f de x0. Ça c'est, là vous répétez ici toute la chaîne d'inégalités que j'ai faite dans le brouillon, et vous arrivez à la fin à plus petit ou égal à x moins x0, comme on l'a fait ici. Et puis ça, c'est plus petit que delta égale epsilon. Donc, la fonction sinus est continue partout. OK. Alors, un autre théorème que vous avez certainement vu en première année, c'est que quand vous avez deux fonctions continues et puis que vous êtes capable de les composer ensemble, mettre une dans l'argument de l'autre, si les deux fonctions sont continues, la composée est continue aussi. Alors ça aussi, je vais l'énoncer en général ici pour des fonctions qui vont d'espace métrique quelconque, donc ce n'est pas nécessairement des fonctions réelles, ce sont des fonctions quelconques ici, et on va faire la démonstration en utilisant un argument de suite. OK? Alors, quand j'ai trois espaces métriques, A avec métrique dA, B avec métrique dB et C avec métrique dC. Donc, des espaces métriques. Et puis, j'ai une fonction f qui va d'un certain domaine dans A vers B. J'ai G, une autre fonction qui va d'un certain domaine
qui est dans B, vers C. Et puis, j'ai la propriété suivante, que l'image du domaine de F par F est contenue dans le domaine de G. C'est-à-dire que ça a un sens maintenant de construire la fonction composée qui va directement de DF vers C en faisant la composée. Et donc, c'est important d'avoir cette propriété ici pour savoir que quand je prends des éléments de DF, puis je les mets dans F, que ce qui me sort au bout, c'est quelque chose où ça fait du sens évaluer la fonction G. Donc, ça c'est, si on veut, la mise en situation. Si F est continu au point A dans DF, et si G est continu au point B, qui est égal à F de A, au point DG, alors la fonction H composée est continue au point A. Alors, la démonstration est assez facile. On va utiliser un argument avec des suites. Alors, on va dire soit xn, une suite d'éléments de DF, qui convergent vers A. On veut montrer que la suite H de xn converge vers H de A. Pour montrer la continuité de H. On veut montrer que la suite H de xn converge vers H de A. Quand on aura fait ça, par le théorème 4.17 à la capsule 32, on aura montré ce qu'on voulait montrer. Parce que xn est une suite d'éléments de df qui convergent vers A et que f est continu, la suite f de xn converge vers f de A, car f continue au point A. Ça, c'est le théorème 4.17. Mais ceci, là, ça, c'est quoi? Ça, c'est une suite d'éléments de f de df qui est dans dg. Parce que l'image de f est contenue dans dg. Ça, c'est une suite d'éléments de dg qui convergent vers f de a. Donc, j'applique à nouveau le théorème 4.17 pour me dire que la suite G de f de xn converge vers G de f de a, car G continue au point f de a. Par hypothèse. C'est une hypothèse ici. G continue au point B égale f de A. Okay, donc, je vais descendre ça pour me donner un peu plus d'espace. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Ça, c'est-à-dire, c'est quoi G de f de xn? Ça, par définition, c'est h de xn. C'est quoi G de f de A? Ça, c'est h de A. Par définition de h étant la composée G rond f. Donc, théorème 3.17 à nouveau. 4.17, c'est-à-dire h est continu au point A. OK? Donc, essentiellement, ce théorème ici nous dit que
quand vous avez une fonction composée et puis vous avez deux fonctions continues, si les deux composantes là, sont continues, et puis vous devez calculer une limite de la composée, vous pouvez entrer la limite à l'intérieur. C'est ça que ça dit, essentiellement. Donc, vous pouvez faire ça pourvu que les constituants sont continus. Okay? Donc, ce n'est pas vrai en général qu'on peut entrer la limite à l'intérieur. Mais quand vous avez des fonctions continues, ce théorème ici nous dit que c'est permis de le faire. Je termine avec un exemple rapide ou deux petits exemples. Donc, si je me base sur ce qu'on vient de faire, on a vu tout à l'heure que la fonction sinus est continue, la fonction x carré est continue aussi parce que la limite, on a déjà vu que la limite quand x tend vers x0 de x carré, c'est x0 au carré. Alors, la fonction composée ici est continue parce que sinus et x carré le sont. Juste pour vous faire une mise en garde par rapport à ce théorème ici, là, que c'est pas nécessairement vrai que si le résultat de la composée est continu, qu'il faut absolument que les deux composantes soient continues. Alors, dans ce problème ici, je vous demande de donner un exemple de fonction discontinue dont la composée est continue. Donc, c'est possible de combiner de composer deux fonctions discontinues qui sont telles que la composée est continue. Donc, faire une mise en garde ici. Donc, par exemple, ici, si je prends une fonction simple, des réels vers les réels, f de x égale à moins 1 si x est plus petit que 2, égale à 1 si x est plus grand ou égal à, excusez, moins 2. Moins 2, moins 2. Donc, c'est une fonction qui a un saut à x égale à moins 2. Donc, c'est facile de montrer que cette fonction-là est discontinue. Au point x égale moins 2. OK, alors si j'avais tracé le graphe de cette fonction-là, là, x égale à moins 2. Alors, plus petit que moins 2, c'est 1. Il y a un saut. Ça ressemble à quelque chose comme ça. Si je compose f avec elle-même, qu'est-ce que j'obtiens? Ben, la valeur de f de x, c'est soit moins 1 ou 1. Peu importe que ça soit moins 1 ou 1, et moins 1 et 1 sont plus petits que moins 2. Excusez, ils sont plus grands que moins 2. Alors, et moins 1 et 1 sont plus grands que moins 2. Alors, peu importe le x, le nombre que je vais calculer ici, ça va soit être moins 1 ou 1. Donc, quand je vais mettre ça à nouveau dans f, je vais avoir 1. Parce que l'argument ici va être plus grand que moins 2. Donc, ça devient la fonction constante 1 qui est continue. OK, donc, juste faites attention, là. C'est possible de combiner des fonctions discontinues pour avoir une fonction continue. Donc, ce n'est pas vrai en général que si ça c'est continu, il faut que G et F soient continus. Ce qu'on a montré, c'est que si G et F sont continus, la composée est continue. OK?